Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 6 de Koh-Lanta, la tribu maudite. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre immense fidélité aux reviews puisque la semaine dernière nous avons une nouvelle fois dépassé les 10 000 vues et je vous en remercie. Et beaucoup d'excellents retours, beaucoup de discussions très intéressantes avec un épisode qui était assez riche avec beaucoup de choses et qui avait amené pas mal de débats, donc c'était super intéressant de lire vos commentaires la semaine dernière. Évidemment, comme chaque semaine, je vous encourage à vous abonner. Là, on frôle les 20 000 abonnés. Je crois qu'il doit manquer moins de 50. Donc, si jamais vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez le contenu que vous voyez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à monter dans le train, dans le train direction les 20 000 abonnés. Et si la vidéo vous plaît, évidemment, vous pouvez la liker et la partager sur les réseaux. Alors aujourd'hui, donc, on est là pour l'épisode 6 de Koh-Lanta, la tribu maudite. Alors la semaine dernière il était très classique, je l'avais dit, on était revenu à quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus ordinaire, mais qui était bon, avec en plus assez riche parce qu'il s'était passé beaucoup de choses, avec beaucoup d'épreuves, beaucoup d'éléments, etc. Et globalement ce que je me suis dit comme première réflexion avant de rentrer pleinement dans l'épisode, c'est à qui l'île maudite a manqué. Voilà, moment de silence à mon avis là, chez vous faites. Ah oui, oui, parce que franchement, ça manquait à plus ou moins à personne, je pense, parce que clairement le concept a disparu et on s'est pas dit « Oula, l'épisode est vachement vide !» Ah tiens, parce que normalement il y a quand même un tiers du contenu, en tout cas, ou en tout cas il y a une île complète avec ses propres enjeux, etc. qu'on a enlevé, et pour autant, on ne le ressent pas du tout. Preuve en est que ce concept n'a pas apporté particulièrement grand chose au début de saison, sans être nul, mais ça n'a pas été la révolution attendue, on va pas se mentir, parce que ça n'a pas eu lieu cette semaine, on n'a pas vu la différence, en tout cas de mon point de vue. Bref, ils nous ont pas recherché l'anito blanc dans cette fameuse rivière, hein? À qui ça manquait ça? Bah personne. Bref, revenons, alors là, hier il était pressé. Alors, je sais pas comment c'est dans le replay, parce que des fois dans le replay il y a des trucs un peu bizarres, mais nous, pas d'intro, vous savez l'intro, à la fin, il n'en restera qu'un, etc. Dans cette nature hostile, ils vont se découvrir, blablabla, blablabla. Bon bah ça on l'a pas eu. Voilà, Denis, il nous a pris à froid directement le générique. Là on est droit au générique, c'est déjà bien. Et l'épisode a démarré avec le récap de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais pas l'intro Koh-Lanta. Est-ce que c'est grave? Non, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté cérémonial, un peu comme dans plein d'émissions d'ailleurs, hein, quand, je sais pas... En Pékin Express, t'as Stéphane Rothenberg qui nous accueille pour nous dire voilà, aujourd'hui, la semaine dernière, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Dans Les Traîtres, par exemple, vous avez toujours l'intro de Éric Antoine et tout, c'est plutôt sympa. Là, c'est vrai que ça faisait un peu bizarre, comme si on était pressé, comme s'il y avait plein de choses à rentrer dans cet épisode. Bizarrement, moi, quand j'ai vu l'épisode, j'ai pas trouvé non plus que l'épisode était surchargé d'informations et qu'il méritait qu'on enlève ces 2 minutes d'introduction qui ont certes sont répétitives puisqu'on les a chaque semaine, donc il n'y a pas de mort d'homme, mais ça je me suis dit ça se trouve, il va se passer plein de trucs, des dingueries, et puis en fait c'est un épisode normal, voilà. Alors, on revient sur le camp après le conseil, et on revient sur un élément qui avait été fait, que j'avais beaucoup relevé la semaine dernière, qui était que Mélissa, qui avait reçu énormément de compliments, vous vous souvenez, mais qui avait reçu beaucoup de votes contre elle, et je vous avais expliqué, je vous avais dit, c'était pas très cohérent quand même, parce que tu vois, il lui avait alors ciré les pompes comme pas permis en disant « Ah, elle est incroyable, franchement quelle aventurière, on est content qu'elle soit là, elle a une énergie de fou, etc. » Et puis boum, elle a eu plein de votes contre elle. C'était pas très cohérent par rapport à ce qui était dit. Elle a sorti son collier, elle a eu raison, etc. Et donc Fabrice la reprend, et en gros, on va faire simple, il dit à Mélissa que il a voté contre elle parce que voilà, c'est la dernière arrivée, mais qu'il a rien contre elle, que maintenant il est reparti à zéro, on en reparlera à la fin de l'épisode, que voilà, c'est tranquille, voilà, qu'il n'a pas de problème avec elle, mais que bah voilà, il fallait faire ce choix, et puis au final, ils éliminent Michel en plus qui était pas trop en forme. Ce qui fait qu'en fait, ils sous-entendent un peu qu'ils ne sont pas opposés à l'élimination de Michel, on en reparle tout à l'heure, et que voilà, là il y a eu une élimination assez voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait en sorte qu'elle joue son collier et que l'élimination de Michel soit pas dérangeante. Elle serait partie sur un autre truc, genre elle aurait lancé tout de suite ce qui s'est passé dans cet épisode, à mon avis, on aurait une réaction complètement différente. Mais bon, parenthèse refermée. Et donc, je trouve qu'il en fait un peu trop, Fabrice. Un peu trop. On n'en a pas besoin d'autant, Fabrice. Fabrice, vous avez voté contre elle.
les raisons, ça vous importe. De toute façon, il faut voter contre quelqu'un. Je sais que c'est triste à dire, mais il faut voter contre quelqu'un. Et pas la peine de se mettre un peu en mode martyr de « j'ai voté contre toi, mes machins, mes trucs », mais il fallait faire un choix. J'aime pas trop les gens qui s'excusent trop de leur vote. Je peux comprendre que, après qu'on dise « ça se trouve, là, dans les 3 jours qui viennent, il va se passer des dingueries, il va se passer des trucs, etc. » On va pas rester là-dessus pendant 107 ans, c'est sûr. Vous pouvez avoir voté contre quelqu'un à un instant T, et puis là les 3 jours qui suivent, une personne devient insupportable, quelqu'un montre des vrais signes de faiblesse, etc. Ou sur les épreuves, tu te rends compte qu'elle est vraiment une tocarde, ou que c'est vraiment un nul, etc. Ok, pourquoi pas. Mais là, voilà, là, je trouvais qu'il faisait acte de contrition de façon beaucoup trop forte. Et d'ailleurs, elle le reprendra plus tard, mais on en reparlera tout à l'heure. Bref. J'ai un peu de teasing, mais c'est pour expliquer qu'en fait cet élément-là, l'élément qui arrivera beaucoup plus tard, on l'avait déjà à ce moment-là. Mais on y reviendra parce que pour moi, la situation finale va être du grand Mendes. Elle, dès le départ là, de cet épisode, va lancer, en tout cas comme théorie, on peut dire que c'est vraiment une théorie, que il faut, à cet instant du jeu, voter contre Frédéric, parce que nous sommes proches de la réunification. Alors je ne sais pas à quel point les candidats sont vraiment au courant de quand est-ce que démarre la réunification ou pas. Parce qu'en fait, ils doivent imaginer, on est au 6e épisode, donc on est à peu près vers le 15e, 18e, 16e jour, donc tu te dis, ça, effectivement, ça approche. Peut-être l'épisode d'après, peut-être l'épreuve d'après, etc. Voilà, on sent que ça peut approcher, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont vraiment l'info, mais ils ont l'air assez convaincus que ça s'approche. Et elle sous-entend que si Frédéric se retrouvait aux ambassadeurs, il sacrifierait sans aucun doute un membre de l'équipe et qu'il faut donc plutôt s'en séparer maintenant parce qu'en gros il n'est pas quelqu'un de fiable. On en reparle tout à l'heure parce que cet élément-là va être bien plus exploité après, mais là, restons, c'est en tout cas sa théorie de base. On en reparle tout à l'heure. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Ouh là là, installez-vous, je préviens, la vidéo va être longue. Je vous préviens parce que j'ai pris 150 millions de reviews. Là, d'habitude, c'est long. Mais là, tu t'installes. Là, tu prends le popcorn, tu t'installes, tu me prends un café, tu prends un thé chaud, tu prends ce que tu veux. C'est pour moi, c'est sur mon compte. Mais franchement, régalez-vous. Parce que là, ça va être... Parce qu'il y a des dingueries qui s'est produit. La dernière partie de l'émission, là, j'ai noté tellement de trucs. Vous n'êtes pas prêts. Enfin, moi, j'étais pas prêt. T'étais prêt? Moi, j'étais pas prêt. Alors, ensuite, on arrive sur l'autre camp. Et là... Alors il y a Gustin. Et Gustin, en fait, il a faim. Et il est fatigué. Et il veut manger. Et il pense que c'est important qu'on l'écoute. Parce que sinon, il a l'impression qu'on l'écoute pas. Et qu'on n'écoute pas les faibles. Oh, il parle doucement. Nom de nom, de nom, de nom, de nom. Alors, est-ce qu'il s'en rend compte? Je sais pas. Il a jamais parlé vite. Moi, je parle vite dans la vie. Mais lui... Oh, alors, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est qu'il parle comme ça? Et là, il parlait doucement. Oh là là. Oh, mais la fatigue, mon Dieu. Oh là là. Mais bah, t'as pas tort d'être pressé. Et il y en a qui l'ont partagé. Je l'ai partagé moi aussi sur mon Twitter. Il me fait penser aux paresseux dans Zootopie. Et qui m'a provoqué, la première fois que j'ai vu Zootopie, un fou rire comme j'ai jamais eu, et en fait j'y ai repensé et ça m'a fait rire, parce que vraiment, mais il avait 2 tensions, il avait 2 tensions, alors je veux bien, il te sous-entend qu'il est faible, en plus, alors là, il le balance devant tout le monde qu'il est faible, hein. Donc c'est à dire que là, si on compare avec d'autres candidats qui ont pu parler aussi de leur faiblesse, on pense à notre ami Michel la dernière fois, là, lui, il va dire très clairement dans l'épisode, je suis faible, j'ai besoin de manger plus, etc. Alors c'est sûr, il est plus grand que les autres, donc probablement qu'il a... C'est sûr que ça, c'est un débat éternel, hein. Y a des gens qui sont plus petits et qui sont moins musclés, qui auraient peut-être besoin de moins manger. Est-ce qu'on répartit par rapport aux besoins caloriques d'une personne? Parce que normalement, vous le savez, hein, les besoins caloriques, normalement, les femmes sont censées manger moins que les hommes, normalement. Mais là, dans Koh-Lanta, ils bouffent tellement rien. En réalité, tout le monde a besoin de manger. Donc en fait, ça se discute pas vraiment. Donc c'est un débat presque qu'on pourrait faire millénaire. C'est presque un débat de société. On a été habitué à les débats de société la semaine dernière. Mais ça pourrait presque être un débat de fond, quoi. Mais là, lui, il sous-entend presque que, voilà, franchement, il faut qu'on pense à des candidats comme moi. Sauf qu'il va être assez pénible. Franchement, il est assez relou. Et pourtant, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est quelqu'un voilà, qui va se plaindre beaucoup. On en reparlera tout à l'heure. Mais bon, il est vraiment KO, hein, c'est trop dur aujourd'hui, etc. Enfin vraiment, il va nous sortir tout ça, quoi. Vraiment, tu sens qu'il est pas en forme, quoi. Au final, ils vont aller sur l'épreuve de confort, pardon. Sur l'épreuve de confort, c'est un classique. C'est l'épreuve du saut en hauteur avec où il faut casser les poteries.
C'est vraiment une super épreuve. Elle donne des plans magnifiques, c'est vraiment stylé, moi j'aime beaucoup. Lorsqu'on va partir sur le départ, on va avoir le portrait de Sarah, lancé sans aucune raison. Juste, elle aime bien cette épreuve, machin. Bon. Donc on découvre que c'est une maman, voilà, et qu'elle est impulsive. Et là j'ai dit, tiens, est-ce que c'est mauvais signe? Non. En fait, ils l'ont diffusé là, je pense, parce que vu qu'il y a le coup de téléphone qui arrive derrière, et qu'on comprend que dans sa vie, ce qui compte le plus, c'est ses enfants, c'est sa famille, etc., que effectivement, elle va être surmotivée pour gagner potentiellement le coup de fil, et que si elle ne le gagne pas, ça va avoir une conséquence malheureuse. Je pense que c'est pour ça qu'ils nous l'ont diffusé là, et que ça n'avait pas de lien avec potentiellement une élimination plus tard. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. On arrive donc avec la récompense. Comme je le disais, c'est 1 kg de chocolat et l'appel aux familles. Alors, sur Instagram et sur Twitter, TF1 avait posté un message sur les réseaux pour marquer que c'était qu'est-ce que vous feriez si jamais vous étiez dans Koh-Lanta et qu'on vous proposait 1 kg de chocolat ou l'appel à vos familles. Ce qui m'a laissé un peu le doute pendant 10 secondes que potentiellement ils n'allaient pas tout avoir. Qu'en fait, à la récompense, certains pourraient choisir le chocolat et certains pourraient choisir le coup de fil. Je me suis dit, ça se trouve, ils se sont peut-être rendus compte que le coup de fil est un peu long, parce que c'est vrai que quand tu fais téléphoner parfois 7 ou 8 candidats, la séquence est longue, pas toujours joyeuse, pas toujours des séquences formidables, et parfois ça ralentit vraiment le rythme, et ça a parfois ruiné des épisodes, on s'en souvient. Hein. Je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils vont se dire, limite on en fera téléphoner moins, parce que certains voudront le chocolat, et d'autres voudront téléphoner. Et comme ça, peut-être qu'on aura peut-être 3 ou 4 qui voudront téléphoner, et 3 ou 4 qui mangeront du chocolat. Bon bah non, tout le monde peut manger le chocolat, et tout le monde va pouvoir téléphoner. Je me suis pris la tête pour rien. Mais c'est que ça m'a interpellé. Alors d'ailleurs, je vous pose la question, vous prendriez quoi, vous, si jamais on vous avait mis au choix? Est-ce que vous auriez pris le téléphone pour votre famille ou le chocolat? Moi, j'hésite même pas, je prends le chocolat direct, j'ai faim, je crève la dalle, j'adore ma famille, mais je serais content de les retrouver, je réalise mon rêve dans Koh-Lanta, je les retrouverai à la fin des 40 jours, avec un grand plaisir, on fera un barbecue, une raclette, ce que vous voulez, mais là, j'ai faim, je veux manger. C'est mon avis. Mais je sais que c'est facile à dire, parce que j'ai pas d'enfant, etc. Donc c'est facile, je sais que c'est facile à dire. Mais quand même, j'ai faim. Moi, l'instant, je suis dans l'instant, je vis dans l'instant. Mais certains vous répondraient que l'appel de téléphone, par exemple, apporte psychologiquement des choses, etc. Donc je critique pas. À ce moment-là, donc on démarre là, voilà. Et il va y avoir une candidate qui va nous parler de ses enfants. C'est Maud. Et là, je vous promets que c'est vrai, j'ai marqué... Maud parle de ses enfants, point d'interrogation, qui est cette personne? Terrible, hein? Oh, je ne l'avais, je crois, quasiment jamais évoqué jusqu'à maintenant dans la saison. Je crois. C'est simple, je pense qu'elle n'a eu aucune séquence. Vous savez que chaque année, en fin de saison, on fait un live pour récompenser les candidats, voilà, et on récompense le Havador. Alors là, Maud, elle est en pole position, hein. Parce que là, on sait que ça veut dire qu'elle va arriver minimum à la Réunif, puisqu'elle n'est pas éliminée ce soir. Putain, elle est arrivée à la Réunif, on sait même pas qui c'est. Quasiment. Sans déconner, hein. C'est triste, hein. C'est triste, hein. Mais on l'a quasiment pas vue. C'est qui, Maud? Sans déconner. Vous pouvez me dire des choses sur elle, vous pouvez me faire son autobiographie en 15 volumes, comme ça, juste pour vous marrer. Oh, c'est absolument terrifiant. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de candidats aussi qui attirent la lumière et qu'on voit beaucoup. Donc c'est vrai qu'aussi, le fait qu'il soit parti, par exemple Lola, elle attirait un petit peu la lumière, même si je trouvais qu'on la voyait pas tant que ça, mais je ne reprendrai pas là-dessus. Mais on voyait aussi beaucoup Michel, etc. etc. Bref, il y a beaucoup de candidats qu'on voyait. Peut-être que ça va permettre, dans la deuxième partie aussi, de ces candidats qu'on n'a pas forcément vus, de pouvoir les mettre un peu plus en avant. Et c'est vrai que là, quand je l'ai vu, j'ai fait « Waouh, Maud, j'ai pas souvenir même de l'avoir évoqué dans une review, d'en avoir parlé de son nom, d'avoir dit même ne serait-ce pas un truc négatif ou positif, juste l'avoir évoqué. J'en ai peut-être parlé déjà, hein, mais là, ça m'a sauté aux yeux, je dis « Maud, qui est cette personne ?» Oh, c'était terrible. Dites-moi si ça vous a fait ce même effet, mais quand je l'ai vu, j'ai fait waouh, pas conscience presque qu'elle est là, quoi. À la boule noire, Sarah et Cassandre vont tirer la boule noire, et donc Sarah, qui voulait absolument jouer, on avait vu le portrait, on comprend que là, elle est très déçue de ne pas jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le portrait est utile de le diffuser là. Et de l'autre côté, Frédéric et Thibaut vont tirer. Encore une fois, il y a quand même 4 candidats qui jouent pas à chaque épisode. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et comme je l'ai dit,
Dans la vraie vie, je pense qu'on aurait eu, la semaine dernière, une recomposition des équipes pour éviter d'avoir 5 personnes qui tirent pas. En plus, à 2 semaines de la réunif, peut-être même limite, on aurait pu repousser la réunif d'une semaine, ça aurait peut-être pas été si grave, et dans ce cas-là, on aurait pu avoir une recomposition des équipes, une recomposition des alliances, surtout avec l'arrivée d'une nouvelle aventurière qui a du mal à s'intégrer, etc. Ça aurait pu être très intéressant, et proposer des nouvelles dynamiques et voir un peu comment ça se passe. Je pense que ça, c'est une erreur, en tout cas, le format de la saison avec une tribu qu'on a intégrée après, etc., je pense aurait mérité, pourquoi pas, de refaire les équipes. Je pense que ça aurait été intéressant et ça aurait amené à un second souffle à la saison et quelque chose de différent. Bon, c'est mon avis, mais je pense que Melissa aurait pu peut-être faire d'autres choses dans ces configurations-là. Là, c'était un peu compliqué pour elle. Là, alors, pour l'épreuve en elle-même, pardon, ce que j'ai regretté, c'est qu'il n'y avait pas de compteur. Vous savez, de compteur de casse, en fait. On voit, voilà, ils en ont cassé 9 sur 10, 8 sur 10, 5 sur 10, 7 sur 10, etc. Bon, Denis arrivait quand même à peu près à nous faire voir où on en était, et puis quand on arrivait visuellement devant le pas de tir, on voyait bien que quand il saute, il en restait 1, 2, 3, 4, voilà, à peu près. Mais c'est vrai qu'on avait du mal à se représenter vraiment en temps réel, quelle équipe était vraiment devant l'une ou l'autre, etc. Alors que pourtant, dans ce qu'on comprend des candidats, il y a une équipe qui a marché sur l'autre équipe. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le ressentent de leur côté, parce que il y a une équipe qui va quasiment réussir tous ses sauts, et une équipe qui va en rater 3, notamment Ilyes. Alors Ilyes, alors je vous ai dit tout à l'heure que Fabrice, pour moi, en avait fait trop, et Ilyes, c'est pareil. Alors j'aime beaucoup Ilyes, je l'ai dit, les gens aiment beaucoup sa modestie, etc. Mais lui, c'est pareil, je trouve que c'est trop. Il va, pareil, se jeter de la terre sur la tête, en disant, ouais, un peu d'ailleurs comme Jacques la semaine dernière, j'ai eu un péché d'orgueil, j'ai voulu casser obligatoirement la plus haute dès le départ, alors que Hugo, qui a déjà fait cette épreuve, qui la connaît bien, eh ben lui, il n'a pas fait cette erreur, il a cassé la 3 ou 4e, et moi, voilà, j'ai voulu être trop gourmand, et au final, je l'ai raté, alors que j'ai jamais fait cette épreuve. J'aurais dû être aussi, voilà, donc je fais perdre un peu mon équipe aujourd'hui. Alors qu'en vrai, il va aller après au saut suivant, il va aller casser une des plus hautes, je crois même la plus haute, je crois, de mémoire, j'en suis quasi, oui, la plus haute, c'est ça. Donc ça va, quoi, il n'a pas été nul non plus, mais tu avais vraiment l'impression de la façon dont il présentait les choses qu'il était nullissime. Il n'était pas nul, faut aussi être clairvoyant, enfin, vous mettez pas la tête dans le sable quand c'est pas mérité. Quand vous êtes vraiment mauvais, à la limite, pourquoi pas, mais même là, en plus vous donnez des bâtons pour se faire battre, on sait jamais, Ilyes, on sait pas comment ça peut tourner, ça se trouve quelqu'un, là, il n'y a peut-être pas de piste évidente pour qui vous allez voter au conseil, etc. Donc méfie-toi, enfin, j'en sais rien, mais j'ai trouvé que c'était... Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui sont modestes. C'est une qualité dans la vie, hein, je dis pas. Mais trop de modestie, faut pas déconner, quoi. Il a pas été nul. Enfin, je sais pas, vous, ça vous a semblé comme ça? Surtout qu'Ilyes, pour le moment, je trouve que ça fait partie des candidats qui sont pas mauvais sur les épreuves. Même, on peut dire plutôt le contraire. Là, le voir se jeter du sable sur le visage comme ça, comme un grand, j'ai dit, c'est pas possible. Ilyes, bombe le torse, mon grand, tu vas y arriver, quoi. Ah non, mais ça j'étais là, je disais, mais Ilyes, pourquoi tu fais ça? Non, mais voilà, tu sais, non, mais je sais pas, mais pourquoi tu te mets dans des états là? C'est la trend TikTok, mais franchement, sans déconner, quoi. Faut se reprendre, quoi. Bon, bref. Et à ce moment-là, donc, il y a tous les sauts, et là, Gustin monte sur la plateforme. Il est bondissant, il est resplendissant, il a retrouvé de l'énergie. Incroyable d'ailleurs, parce qu'il était dans un état lamentable, et là, d'un coup, là, il reprend de l'énergie, bon, peu importe. Et là, il va se lancer. Le moment est épique, le moment est incroyable. On sait que c'est la dernière, donc ça va être le moment. Il va se lancer, le saut est exceptionnel, le saut se lance, et publicité. Publicité. 3 minutes de publicité, annoncé par TF1. Nous revenons dans 3 minutes. Déjà 3 minutes, c'est beau, hein. Mais pour info, il était 21h40, ça veut dire qu'on avait commencé le programme depuis 25 minutes. Bon, il n'y a pas eu l'intro, donc on a gagné un peu, mais 25 minutes. Et donc c'est pas très long quand même, hein. Quand on compare avec M6 où à 22h30 ou 22h40 des fois, t'as toujours pas eu la première pub. Ça choque, hein. Mais bon, la pub était courte, 3 minutes. Mais là, on était dedans, là. Là, on était là. La pub, pas chaud. J'aurais préféré qu'elle soit à un autre moment. Mais tu vois, donc ils ont fait... donc ce qui fait que là, t'étais dans les starting blocks, t'attendais les 3 minutes. Et là, donc on revoit Gustin, la suite de son saut, et paf, il casse il casse la poterie, il ramasse, et donc l'équipe s'impose. Donc l'équipe d'Hugo s'impose, donc la victoire des rouges. Et à ce moment-là, les jaunes sont vraiment dépités, au-delà du fait qu'évidemment ils ont perdu et que ça commence à faire beaucoup de défaites, mais parce qu'en plus, ils ont perdu l'appel aux familles, et donc certaines candidates sont très tristes, certains candidats sont très tristes, et c'est très compliqué, notamment Fabrice, qui va beaucoup en parler.
sur le camp, on va revenir avec des candidats qui vont s'exprimer, notamment il va y avoir le débrief de Fabrice. Alors Fabrice qui va dire mais il faut qu'on arrête là parce qu'à chaque fois en fait, alors ça c'est leur spécialité dans cette équipe, c'est l'équipe de Frédéric, en fait ils sont là et ils font un débrief. Ok, un débrief. Et le débrief, en gros, si on doit résumer la pensée, c'est la pensée positive, c'est l'idée que on n'est pas si nul, un peu ce qui est sorti des dernières réunions, on n'est pas si nul, on n'est pas si loin, on peut le faire, mais bon là ça n'a pas fait, mais on ira, etc. Et là, bon bah Fabrice, lui, il n'a pas suivi les formations de bienveillance de l'éducation nationale, bravo, félicitations, c'est un excellent choix. Et alors, on est trop des bisounours, faut être très clair, c'est lui qui sait que dire ça. Quand il y en a, ils se trouvent pas bons, etc., ils disent c'est pas grave, etc. Mais merde, si c'est grave, c'est grave. On n'est pas bon, on est nul, il faut qu'on le dise, il faut qu'on soit des tueurs, il faut qu'on soit des gens qui veulent bouffer tout le monde. Vous voulez le bouffer ce chocolat, vous voulez votre appel pour la famille, moi je voulais appeler ma famille, je voulais machin, j'étais prêt à tout donner. Et là t'as l'impression, ils acceptent la défaite comme ça. J'ai connu, il m'a rappelé un peu, alors, différemment parce que c'est pas, comment dire ça, c'est pas totalement pareil, mais ça m'a rappelé un peu Jeff un peu. Alors il est pas énervé pareil, parce que Fabrice, on voit bien que c'est pas son style, Fabrice il est quand même très calme, très, voilà, un peu de la personnalité, mais il est très calme. D'ailleurs j'aime beaucoup Fabrice, je crois que je l'ai pas dit jusqu'à là, mais je l'adore, je trouve que c'est un candidat génial. Il est génial ce candidat, vraiment trop stylé. Il a de la personnalité, il a du caractère, j'étais pas fan au début, je me suis dit ouais, bon ça va être un personnage un peu fade, très unidimensionnel, plan, et bah voilà, il se révèle de jour en jour, c'est formidable. Mais il y en a un autre qui se révèle et qui est extraordinaire, mais on en reparlera plus loin. Mais lui, vraiment, très très bonne pioche du casting, hein. Alors il a mis je sais pas combien d'années pour venir, là, je crois 20 ans, et bah franchement, ça valait le coup. Vous savez, c'est des grands crus comme ça, on attend 20 ans et on a un bon produit, un bon vin de Bourgogne, magnifique, c'est magnifique. Fabrice, je viens de te comparer avec un vin de Bourgogne, j'espère que tu l'as pas pris mal. Bref, arrive donc Fabrice qui donc là remet un peu l'église au milieu du village pour rappeler des choses comme ça, que à un moment donné, d'ailleurs on aura son portrait à ce moment-là aussi, que bah, la famille c'est important, qu'il est moniteur de chevaux, etc. Bon, portrait pas ultra intéressant de mon point de vue, mais ça permet en fait de donner du corps à ce qu'il va dire après, c'est que bah, il est très ému de ne pas avoir eu sa famille, très très ému, plus que les autres sont émus aussi, Thibaut est ému, etc. Mais il est très ému. Mais il est très ému, mais ça le galvanise. Et j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Je pense que c'est assez rare. Je sais pas si on l'a déjà vu ce genre de truc. Parce que, comme je te disais, par exemple, Jeff, dans sa saison, qui pète des câbles parce qu'ils perdent, on se souvient d'expressions, hein, voilà, d'expressions footballistiques absolument inspirées de notre ami Jeff. Mais lui, ça le galvanisait, mais aussi ça l'énervait beaucoup. Fabrice, c'est pas vraiment le même style. Mais là, il était en colère, mais déterminé. Et je trouve que c'était très très sympa à voir. Et là où ça m'a vraiment marqué du côté de Fabrice, c'est le moment où il coupe comme ça son autre coco là, il met des grands coups de machette et t'as Thibaut qui est à côté et qui pense, il lui fait frérot, je crois que tu vas te couper les doigts là, tu vas nous faire la blessure la plus stupide de l'histoire de Koh-Lanta parce que là, faut que tu te calmes. Tu te calmes, tu prends une camomille, on appelle le médecin s'il faut, on te met un tranquillisant, mais là, t'es à ça de te couper les doigts de la main, ça fait déjà 3 fois, là, on se calme, limite, hein, je sais pas, on va faire autre chose, on va ramasser du manioc, ce que tu veux, si t'as de l'énergie à revendre, mais lâche cette machette, là, tu es un danger public, il est temps que tu t'en rendes compte. J'ai trouvé que la séquence était géniale, parce que Thibaut, franchement, candidat qu'on n'a pas énormément vu, tu vois, jusqu'à maintenant, mais là, je l'ai trouvé très très bien dans la séquence. Tu le vois vraiment le... Tu te calmes, tu te calmes, tu descends de 15 étages, tu te remets au bas du sol, c'est très bien. Bref. Voilà, c'était vraiment cool. À ce moment-là, ils vont il va y avoir tous les appels, évidemment. Alors je vais pas revenir sur tout ce qui s'est dit. Il y en a une, alors j'ai pas eu le temps de noter qui c'est, mais peu importe, dont la famille va quand même, quand ils vont l'appeler. Bon, il y a toujours des trucs un peu marrants comme ça, mais parce que tout le reste, franchement, j'ai rien à dire, je suis désolé. Hein. C'était émouvant, etc. Mais c'est pas ma cam, donc me demandez pas.
Voilà, ils ont eu leur famille, c'était sympa. Hugo, il a eu sa famille, c'était sympa, machin, etc. Bref, voilà, très très cool. Mais celui qui m'a le plus, celle qui m'a le plus marqué, c'est quand elle appelle son gamin et donc je crois qu'il était marié ou peu importe, mais en tout cas, et qu'il lui dit ah c'est la catastrophe, le lave-vaisselle fonctionne pas quoi. Elle est à l'autre bout du monde, elle bouffe du riz dans des petits trucs en mode coco, etc. Et le gamin, il lui parle du lave-vaisselle qui leur fait vivre koh à la maison. Non mais sans déconner, qu'est-ce que c'est que cette famille? Je précise aussi que c'est de l'humour, hein, évidemment. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est assez authentique. Ça, c'est sympa. Ça fait des discussions qui sont assez authentiques, assez vraies. Maintenant, bon, faut pas se mentir. C'était... tu te dis quand même... Ils sont quand même ouf quand même, mais bon, c'est des enfants, mais c'était marrant. Ça donnait un côté très vrai et très naturel. Donc voilà. Il y a des gens d'ailleurs qui ont dit que ça illustrait d'une certaine manière la charge mentale des femmes. Je suis assez d'accord d'ailleurs, hein, parce que en vrai, je sais pas si ça avait été le mari, tu vois, qui était parti. Tu sais, si on inversait, je sais pas si elle est mariée, mais peu importe. Mais vous m'avez compris, c'est l'homme qui était parti. Est-ce que le gamin aurait dit le lave-vaisselle marche pas? Je me pose la question. Débat de société. Alors on en parle, alors on arrive comme la semaine dernière, on fait un débat de société, etc. Bon bref, mais en vrai, c'est une question qui se pose. Vous avez 4 heures, prenez un papier et un stylo, exprimez-vous, évidemment. J'ai pas d'avis, j'ai pas d'avis, je ne peux pas vous répondre. Là, ou peut-être que c'est un délire entre eux, peut-être j'en sais rien, faut essayer de voilà, rester sobre. Et à ce moment-là, la séquence de l'épisode. Ah bah la séquence de l'épisode. Mélissa et Jacques vont affronter la menace. La menace. Alors moi, d'habitude, c'est une araignée. D'habitude, des araignées ignobles. D'ailleurs, Fabrice vont affronter une énorme migale et ils vont lui dessouder sa race. Bravo, félicitations, c'est formidable. C'est exceptionnel. Ils ont détruit la menace. Il faut faire ces actions. Je sais, il y en a qui aiment bien les araignées, etc. Il y en a même qui en ont chez eux. Mais vous êtes des dingues, vous êtes des tarés. Voilà, moi je pense qu'il faut... voilà, ce sont des objets menaçants. Ça menace notre sécurité nationale, il faut agir. Mais là, ils vont s'attaquer à une menace encore plus grosse. Parce qu'il y a plus fort que la migale. Oh oui. Il y a plus fort que le tigre. Il y a plus fort que le loup. Il y a le Bernard l'ermite. Et alors là, la séquence, il fallait la laisser en entier. Il fallait pas couper. Il fallait rien enlever. Mélissa, Jacques versus le Bernard l'ermite. C'était... Voilà, je sais qu'il y a des gens des fois qui regardent mes reviews sans avoir vu l'épisode. Bon bah là, faut aller voir. Là, faut aller voir. C'est indescriptible. C'est génial. C'est hyper naturel. J'en reparlerai plus loin pour Jacques. C'est hyper naturel. Ça se voit que c'est pas forcé. Parce que je comparerai tout à l'heure, qui m'a été reproché sur Twitter, mais on en reparlera parce que moi j'assume tous mes propos, donc je suis capable de les refaire. Donc on en reparlera tout à l'heure. Instant polémique, vous allez voir. Accrochez-vous, je vous ai dit que la review serait longue. Mais Jacques, là, il m'a fait mourir de rire. Mélissa m'a fait mourir de rire. Les deux m'ont fait mourir de rire. J'ai trouvé cette séquence géniale. Je pense que je pourrais la revoir en boucle. Là, je pense que pour ceux qui font de la, qui font de la parodie ou des trucs comme ça avec les épisodes, en fait, là, t'as rien à faire avec ça parce que c'est tellement déjà drôle de base. C'est vraiment formidable. Je me suis régalé. C'était ouais, c'était exceptionnel. Franchement, j'ai marqué juste mort de rire. Voilà. Mélissa Jacques contre le Bernard l'ermite, c'était formidable. Et puis là, bon bah le retour de Gustin, hein, le retour de Gustin. Je rappelle qu'ils ont bouffé du chocolat. Ils ont bouffé le chocolat. Donc, et en plus le chocolat, alors c'était 1 kg de chocolat. D'ailleurs, alors j'ai pas eu d'infos du candidat, mais alors il m'a eu l'air un peu étouffe chrétien le chocolat. Alors est-ce que c'est moi, je sais pas, mais il avait l'air super épais. Vous allez me dire c'est du chocolat, on aime ça. Oui mais moi, par moi qui aime bien le chocolat, j'aime bien les tablettes de chocolat, tu vois, qui sont assez fines, où vraiment ça craque sous la dent. Enfin je préfère ce chocolat là. Là, il était hyper épais. T'avais l'impression que c'était un peu... Après c'est sympa, mais j'ai eu l'impression que c'était assez étouffe chrétien comme truc, tu vois, enfin je sais pas, à bouffer quand même costaud quoi le machin. Pour l'épreuve d'immunité, c'est l'épreuve du fugitif. Pareil, un petit classique de Koh-Lanta, c'est vous avez un candidat qui part devant, les autres sont attachés, ils doivent le rattraper, donc ils doivent rattraper le candidat de l'équipe adverse, qui enlève les obstacles au fur et à mesure. Donc ce qui fait qu'ils vont relativement vite, même s'ils sont embêtés par la corde. On peut dire, sans aucun malaise, l'épreuve est un raté pour moi total. J'ai trouvé ça assez mauvais. Il s'est rien passé, c'est-à-dire qu'on les voit partir et puis au final, bah, Hugo arrive à toucher très très vite. Donc j'étais consterné par la qualité de l'épreuve. C'était nul. Alors pour info, donc c'est Thibaut et Gustin qui partent. Gustin qui est assez grand, qui est un petit désavantage. Thibaut est plus mobile, bon, ok, très bien. Pour la fois la boule noire, c'est Emmanuel et Cécile, Ilyes et Jacques qui ont tiré. Mais l'épreuve est un raté. Alors est-ce que c'est lié
Ah, le fait que Hugo va super vite, en plus vraiment il le touche du bout du doigt, ils appellent même la VAR quasiment, tu vois, et Denis qui dit ah si, il vous a touché, hein, il a failli nous faire une Brandao, non pas touché, bah si, touché, je te confirme, mais bon, voilà, et bon, c'est un peu terrible, donc victoire des Rouges évidemment, hein, qui rattrape Thibaut et le touche. Ce que j'ai noté, c'est que l'épreuve malheureusement n'a pas pris, c'était assez inintéressant, unidimensionnel, plat, nul. Est-ce que c'est un problème de l'épreuve en elle-même? J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'obstacles où en fait, une fois, parce que là, l'obstacle où tu as la grosse palissade, là, mais il met une plombe pour l'enlever. Mais tous les deux, hein. Donc franchement, ils peuvent les rattraper super vite. Il faudrait mettre des petits obstacles. Là, c'est des trop gros obstacles à enlever. Et ouais, j'ai été super déçu. Parce qu'après, bah, eux, ils peuvent traverser directement. Donc, enfin bref, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Alors, en fait, le problème, c'est que quand on est accrochés les uns avec les autres, on avancerait un peu moins vite. Bah, au final, ils avancent assez vite. Les obstacles sont pas super durs à traverser. Bref, j'ai trouvé ça assez ridicule. Enfin, assez nul. Voilà, bon, c'est comme ça. Je pense qu'honnêtement, c'est pas une épreuve pour laquelle... Mais je crois que ça a jamais donné des trucs extraordinaires, hein, il me semble. Moi, j'avais bien aimé, par exemple, il y avait une épreuve, une variante de celle-ci, alors qui est pas exactement sur le même concept, mais pour ceux qui se souviennent, c'est vous avez un mec qui est dans une paroi, vous savez, avec des cordes à démêler. Et une fois qu'il l'a démêlé, il peut bloquer l'avancée d'une équipe adverse, enfin de l'équipe adverse. Et je me souviens, il y avait Théora qui était dans la structure comme ça et qui bougeait. Ça, c'est quand même plus sympa parce que tu t'intéresses quand même à ce qui se passe dans la vraie vie, enfin, c'est-à-dire en dehors de la structure, etc. Et il y a un suspense quand même sur quand ça va arriver, etc. C'est quand même mieux. Là, je trouve que dans la mécanique, en tout cas, là, c'est pas très intéressant. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, pas génial. Au final, donc c'est la victoire des Rouges, les Jaunes donc, vont retourner une nouvelle fois au conseil. Et Denis va leur rappeler à ce moment-là qu'ils ont pris 5-0 quand même, là d'affilée, et que ça va pas du tout, et que c'est la catastrophe. Bon. C'est pour ça que je dis que peut-être qu'une recomposition d'équipe aurait pas été si mal en fait, hein, ça aurait peut-être permis de repartir sur autre chose, mais bon, c'est pas là-dessus qu'ils sont repartis. Donc, les Jaunes, évidemment, vont nous gratifier hein, du conseil des familles, c'est-à-dire on se rassemble autour des bourses de bois, et on débriefe, et là, bon Frédéric, d'une limpidité, d'une simplicité, d'une technique absolument, voilà, c'était clair, ça a le mérite d'être clair. Tout ce qu'on a fait, tout, c'est nul. Vivement que je sois en individuel, phrase quand même importante. On n'est pas bon. Thibaut derrière, il rajoute, on perd, pas parce que on s'est trompé, pas parce que le chef ne va pas parce que machin, parce qu'on est plus mauvais, on est moins fort, on n'est pas bon. On n'y arrive pas, c'est pas normal, on est nul, point, terminé, chut, au revoir. Là, c'est même pas, il y en a un qui se jette du sable sur le visage, comme un Ilyes, comme autre, etc., sur les épreuves d'avant. Là, c'est vraiment, c'est toute l'équipe, en prend pour son grade. Même, tu vois, en fait, c'est très englobant, c'est pas ciblé contre quelqu'un. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment global. Nous ne sommes pas à la hauteur de l'autre équipe. Point. Violent quand même, hein. À ce moment-là, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on va avoir le débat, l'éternel débat sur le riz. Je l'ai anticipé. Gustin va vouloir manger plus de riz. Sarah ne veut pas manger plus de riz et on a le débat 6, 7 ou 8 coquillages. Pardon, je l'avais démarré trop tôt. Alors, vous me connaissez, je suis sûr chez vous. Vous avez qu'une seule hâte, c'est que je prononce la phrase mythique. La phrase que si je remplis un stade de France, on aura 80 000 personnes qui va la dire en même temps, ça va être incroyable. Je vous écoute chez vous, attention, le peuple réclamé par la chaîne YouTube Maxime. Attention à 3, qu'est-ce qu'il faut faire avec le riz? 1, 2, 3, bouffez-le. Voilà, vous vous souvenez. Ceci étant, qu'on rationne le riz, qu'on le compte, c'est normal. C'est normal qu'on le compte. Parce qu'évidemment, on va pas bouffer tout le riz en une fois. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que se dire je vais compter le riz jusqu'à je sais pas quand, qu'un machin, là pour moi il faut le compter jusqu'à la réunification. Pour moi, ils mangent du riz tous les jours. Ils en mangent. Là c'est Gustin qui est égoïste. Égoïste. Il veut manger plus de riz et en fait son raisonnement c'est parce que je suis plus faible, il faut, et il le dit comme ça, qu'il est faible, il faut qu'on pense aux faibles et que donc il faut qu'on mange plus. Il dit mais oui, mais sauf que c'est pas parce que toi t'es faible que tous les autres là on doit accepter qu'on doit diminuer la quantité totale pour tous les autres. Alors après Hugo va quand même avoir un truc de bon sens, c'est qu'il va dire un coquillage de plus ou de moins, ça changera pas drastiquement même les proportions finales. C'est-à-dire que Gustin il fait un énorme débat sur
un coquillage de riz de plus ou de moins. Et Ego va le dire, en vrai, un coquillage de plus ou de moins, si vraiment on n'y est pas, si vraiment on n'est pas bon, on peut le rajouter. D'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte aussi que l'impact du riz, pas du riz, etc., c'est quand même important. Bref, peu importe. Je pense qu'aussi, hein, ils mangent mieux quand même. Je pense qu'ils mangent mieux. Mais Gustin, là, pour moi, il fait preuve d'égoïsme. Il demande en fait que les autres ne pensent qu'à lui. Et pourtant, il dit, c'est les autres qui sont égoïstes. Les autres ne sont pas égoïstes. Ce qui serait égoïste, c'est de dire, moi je veux qu'on mange le riz comme ça, et je consulte pas les autres. C'est pas ce qui se produit. Les autres sont d'accord avec ça. Qu'il faut quand même compter, rationner le riz. Il faut le manger, c'est un avantage. Il faut le manger. Mais là en plus, 3 raisons de ne pas le bouffer, en tout cas de ne pas faire n'importe quoi, il n'y a pas d'épreuve. En quoi ça va vous apporter un avantage? Je le dis, un riz c'est un avantage, il faut le manger. Mais là, ils vont pas avoir d'épreuve le soir même. Ils vont au conseil. Enfin, ils vont pas au conseil justement d'ailleurs. Mais ça sert à quoi de bouffer comme 4 si jamais... Enfin, ça ne sert à rien. Bouffez demain. Votre portion de riz comme il faut pour aller gagner un confort et voir manger un bon confort, c'est ça qu'il faut faire. Donc Gustin, il n'y a rien de raisonnable là-dedans. Et pourtant, je suis le défenseur du fait qu'il faut manger le riz. Mais il faut le manger le riz en étant logique, en étant intelligent. Et donc pour moi, Sarah, elle n'a pas dit on mange pas le riz. Elle a juste dit on essaye de pas être débile. Moi, j'ai aucun problème avec la non-débilité. Moi, j'ai un problème avec ceux qui font des calculs qui sont complètement délirants ou qui comptent jusqu'à la fin du jeu. Donc, arrêtez vos conneries. Vous comptez déjà jusqu'à la réunif, ce sera déjà bien assez. Bien assez, ne vous inquiétez pas, Denis leur donnera. Mais évidemment, il va pardonner tous les jours, il va pardonner tous les 3 jours. On comprend bien. C'est pas le club med, comme je l'ai déjà dit. Mais un coquillage de plus ou de moins, c'est vrai que franchement, honnêtement, ils auraient pu le rajouter. Surtout qu'à vrai, ça fait combien de grilles de grains de riz en plus à la fin? Je pense que c'est pas... Ça se verra à peine. Mais psychologiquement, pour Gustin, si on lui avait dit, parce que je me demande d'ailleurs, petit fun fact, est-ce que si on avait dit à Gustin, ok, on t'écoute, on va mettre 9 coquillages, ou 8 coquillages, j'en sais rien. Puis à la fin, finalement, à la proportion, c'est à peu près comme d'habitude, parce qu'en vrai, un coquillage de plus, ça se serait à peine vu. Mais psychologiquement, il y aurait peut-être pensé, tu vois, on aurait peut-être pu jouer là-dessus, et ça aurait fait un effet un peu placebo, etc. Bon, je sais pas, il faudrait demander à être psychologue pour savoir si vraiment j'ai raison. Mais ça sera pas ce qui va se produire et donc il va bouder, il va pas être content et ça va clasher un peu. Bon, c'est pas violent, mais ça va clasher un tout petit peu parce que Sarah va dire les choses très clairement, lui aussi. Mais vu qu'il a 2 de tension et qu'il parle très doucement, honnêtement, oulala, hein, ne vous inquiétez pas, le clash risquait pas d'être violent. Qu'est-ce qu'il parle doucement? Oh, c'est une horreur. Oh là 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 là. Une horreur. Oh là là. Heureusement que tu vois, j'espère que dans la vie future, tu vois, il travaillera pas à la radio ou je sais pas quoi, parce que moi j'écoute ça, mais je m'endors au volant. C'est un truc de fou quoi. Bref. Bon, à ce moment-là, on va quitter cette équipe-là, je crois qu'on ne va pas y revenir, et on va passer à la préparation du conseil. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va avoir Mélissa qui va relancer ce qu'elle avait lancé au tout départ sur Frédéric, avec donc l'idée que Frédéric n'est pas quelqu'un de fiable et quelqu'un sur lequel on peut compter. Et elle va s'appuyer sur le fait que Frédéric, en finale de Koh-Lanta, n'avait pas choisi Nicolas, à qui il avait donné sa parole de choisir Nicolas, pour l'emmener devant le jury final, ce qui était une bonne décision, ma grande. C'est une bonne décision. C'était une bonne décision. Je suis désolé, c'était une bonne décision. Et d'ailleurs, il va lui dire plus loin, mais que quand ils en ont parlé, elle lui a dit qu'elle aurait fait pareil. Donc en gros, la façon de présenter les choses, c'est pour dire que Frédéric, en ayant fait ça, c'est le plus pourri et qu'il ne faut pas le garder, alors qu'elle, elle aurait fait pareil. Donc c'est quoi le projet? On remplace Frédéric par une Mélissa, mais qui est le plus pourri dans cette histoire? Déjà, il y a un problème de désavantage comparatif. C'est-à-dire que quand vous comparez les deux, je veux bien. Mélissa, on la connaît à peine, elle vient à peine d'arriver, etc. Frédéric, il était quand même d'arriver depuis un petit moment, etc. Il a tissé des liens peut-être un peu plus forts avec sa candidat, peu importe. Mais la Mélissa, elle se dit, je vais tenter une opportunité. Je vois une opportunité, je la tente. Elle va voir les filles et elle leur demande de voter Frédéric. Pour le raisonnement, celui-ci. Elle va voir Sophia, elle va voir Charlotte, elle va voir Ilias, qui lui promet, lui, de pas forcément, il se dit, je sais pas si je peux voter contre Fred, par contre, je peux te promettre de pas voter contre toi. Bon, ok. Et elle va aller voir Fabrice. Fabrice qui, plutôt intéressé, il va même lui dire, ah bah ça ferait un gros coup, machin, avec un sourire, etc.
Mais bon, il donne pas sa parole non plus. Il dit juste, écoute, je suis, ça m'intéresse. Effectivement, je comprends l'intérêt. Si je me retourne, effectivement, ça peut suffire. Et après, bon, ils discutent. Et après, je rappelle que Koh-Lanta, c'est un jeu de poker menteur. Quand Lola est partie, Frédéric, oui, non, machin, etc. Donc ça va, quoi. C'est un jeu, évidemment, les gens te disent pas toujours la vérité. C'est possible aussi, hein, c'est Koh-Lanta, je suis désolé. Il fallait faire un autre jeu, sinon fallait faire autre chose. Voilà, il y a d'autres jeux qui existent dans lesquels on ment pas, mais vous faites ni les traîtres, ni Koh-Lanta. Si vous aimez pas le mensonge, faut faire autre chose. Voilà. Bref, vous arrivez donc là. Mais elle est assez contente de son coup parce qu'elle voit, alors elle n'a pas trouvé de collier aussi, donc là on a l'info tout de suite, ça ne pourra pas se retourner. Et là, je vous promets que c'est vrai. Vous pourrez dire, c'est trop facile à dire après, mais là, je vous dis ce que j'ai marqué sur ma tablette à l'instant M. À ce moment-là, je mets Frédéric ne fait rien, point d'interrogation. Vous vous souvenez la semaine dernière, Frédéric avait pris la décision de ne rien faire. Il avait pris la décision de ne rien faire parce qu'il avait entendu que son nom n'était pas cité et que c'était le nom de Michel qui était cité. Et que donc, dans le pire des scénarios, si Mélissa ne partait pas parce que elle sortait son collier, dans ce cas-là, c'était Michel qui s'en va. Il n'y avait pas de raison donc de se remettre l'étiquette de stratège, de mauvais stratège, etc., machin, donc il avait laissé couler. Mais là, Mélissa utilise donc son nom. C'est son nom qui est proposé. C'est son nom qui est proposé. Vous ne me ferez pas croire, je l'ai marqué tout de suite, vous ne me ferez pas croire que Frédéric, stratège comme pas permis, n'a pas conscience que c'est son nom qu'on propose. Là, c'est impossible. Et donc, au montage, on ne voit pas Frédéric. Frédéric, on l'a vu au départ, quand il dit que tout le monde est nul, etc. Mais on le voit plus après. J'ai dit, il y a un problème. Ah, il y a un problème. Ah non, mais là, à mon avis, il y a un problème. Ah, il y a un problème. On le voit même pas paniquer, on le voit même pas parler facecam pour dire oui, ce soir, je me sens parfaitement en sécurité, nanana, comme il nous avait fait la semaine dernière. La semaine dernière, quand il part au conseil, il dit « je me sens en sécurité parce que je sais que c'est pas mon nom qui sort ». Il nous l'avait dit la semaine dernière. Là, rien du tout. Je dis « c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal ». Mais ils ont bien fait, je trouve que la prod a bien essayé de faire un montage qui cachait ce qui allait se produire. Parce que c'était bien foutu. Parce qu'il y avait des gens qui y ont cru. Mais moi, ça m'a... J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas possible. On connaît Frédéric, on connaît ses qualités. Là, j'y crois pas. J'ai dit, il y a un truc. Alors, je me suis dit, il y a deux solutions. Soit il va se passer un événement, c'est-à-dire que, par exemple, pendant le conseil, il y a une discussion houleuse, etc. Peut-être que ça va donner des choses bizarres. Ou alors, c'est que ça va pas se passer comme ça. Bon, bah, spoiler, ça va pas se passer comme ça. Mais j'ai vu qu'il y a eu des gens sur qui ça a marché. Des gens pour qui ça a marché cette stratégie, c'est-à-dire que dans le montage, c'était tellement bien foutu qu'on a réussi à se croire, à se dire « Mélissa, elle a gagné ». Et vous savez pourquoi ça m'a interpellé pour une deuxième raison? C'est ce qui était bizarre, c'est que la production a laissé sous-entendre qu'il n'y avait pas de suspense sur ce conseil. Alors un peu comme quand ils sont partis avec Lola. Lola, quand ils sont partis, il n'y avait pas de suspense, mais on savait que ça provoquerait un retournement, un twist sur la personne. Et on avait vu Lola qui cherchait des colliers, qui faisait plein de trucs, etc. Donc on la voyait beaucoup. Là, bizarrement, celui dont on parle, on le voit pas. Bizarre. Donc je me suis dit, il y a un loup. Il y a un loup. Il y a un loup. Il y a un louveteau, vous appelez ça comme vous voulez, mais il y a un loup. Et j'ai eu raison. Donc à ce moment-là, on va avoir un bilan au conseil. Bon, voilà. Ils vont globalement redire, ils sont pas bons. Et que on doit vraiment se donner à fond, notamment Fabrice qui va rappeler que vraiment il faut y aller, il faut se donner à fond à 200%, etc. Et je constate au moment du vote qu'on ne voit qu'un seul bulletin montré à l'image, c'est celui de Mélissa. Ah, pareil, je l'ai marqué tout de suite, j'ai dit « Ah, on voit aucun autre bulletin ?» Ça veut dire qu'on sous-entend qu'il y a un truc, c'est pas normal. Bah ouais, parce que si tu montres un seul des bulletins des autres, c'est fini, quasiment. Il aurait même pu montrer peut-être le bulletin de Frédéric, par exemple. Sauf que c'est pas possible, parce que Frédéric, quand il montre son bulletin, il dit à l'oral, quand on entend à la fin de l'émission, qu'il sait. Donc c'est mort. Donc en fait, là, la production a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils ont caché jusqu'à la fin qu'en réalité, il n'y a pas de suspense. J'ai trouvé que c'était très bien foutu, mais ça n'a pas marché sur moi, parce qu'en fait, moi, le fait qu'il le cache, ça m'a encore plus interpellé. Je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Là, vous essayez de nous faire croire qu'il y a des trucs qui vont pas. C'est pas normal. Et c'est ce qui va se produire. Puisqu'il y a unanimité contre Mélissa, sauf Charlotte, donc il y a un vote contre Frédéric, la Mélissa. Mélissa 6 votes, et Charlotte, qui a été un vote, et c'est Ilyes. Alors, fun fact, Mélissa, quand elle va voir qu'il y a l'unanimité contre elle,
une des premières personnes sur qui elle va s'acharner, c'est Ilyes, qui a pas voté contre elle en plus. Donc après, elle va demander que tout le monde lève la batte, là. Mais putain, un truc incroyable, sans déconner. Le pauvre Ilyes, là, c'est pas ton jour, hein. C'est pas ton jour, mon grand. Le mec, il avait pas... Il avait pris une, hop, comme ça, gratos. Allez, hop, balayette. Et là, donc, ça se voit, mais elle est hors d'elle. Parce qu'en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'elle aurait aimé qu'il y ait un twist et un retournement. Et que ce retournement fonctionne. Bah, le retournement, il fonctionne pas. Elle est prise à contre-pied. Donc le truc est vraiment sympa. Mais elle aurait aimé que ce soit ça sur Frédéric. Donc là, elle en veut à tout le monde de l'avoir pris à contre-pied. Mais tant mieux que ça ait marché. Moi, je trouve ça très bien. Dans Koh-Lanta, effectivement, oui, on ne dit pas toujours la vérité. Bon, bah si elle l'a découvert un peu à la rude, je suis désolé. Il fallait regarder mieux le programme. À ce qui paraît, t'es une experte du programme. Bah, je suis désolé. Mais probablement que tu l'as mal regardé. Il faut regarder d'autres saisons. Hein. Faut peut-être regarder d'autres saisons, peut-être où il y a eu un peu plus de trahison. Hein. Je peux t'en citer. Hein, beaucoup. Ouh là là, un nombre incalculable. Hein, vraiment, le nombre de trahisons. Alors là, laissez-moi une encyclopédie en 15 volumes, mais je vous fais ça aux oignons. Je vous l'enverrai par la poste. Non mais sans déconner. Et donc là, on voit qu'elle monte hyper haut en régime. Il n'y a pas besoin. Hein. Il n'y a pas besoin. Alors, ça m'a rappelé des séquences. Il y a eu la séquence de Moundir, hein, qui est légendaire comme ça. Et puis bah, même Lola était un peu énervée, mais bon, elle était partie quand même, voilà, on va dire, beau sport quoi. Elle, j'ai trouvé que son départ était lamentable. Lamentable. Très agressive envers tout le monde, sans raison, parce que bah, juste, ils ont voté contre elle. Mais ils allaient voter contre quelqu'un. Et l'argument, parce qu'en plus le seul argument qu'elle a sorti, c'est que Frédéric était quelqu'un sur qui on pouvait pas compter. Mais qu'est-ce qui dit que elle, c'est quelqu'un sur qui on peut plus compter? Ils la connaissent à peine. Elle vient à peine d'arriver. Genre, vous donnez comme ça là le bon Dieu sans confession à Mélissa? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Surtout qu'elle a l'air d'avoir un gros caractère. Si c'est pour récupérer une Lola bis, ils ont déjà été vaccinés. Hein. Ils ont pris une première dose, ils vont pas reprendre une deuxième. Donc, ils ont bien compris le problème. Donc, hop, ils ont réglé le souci. Au final, moi je trouve que l'équipe a très bien joué. Alors si ça dérange des gens qu'on ne dise pas toujours la vérité dans Koh-Lanta, comme je vous l'ai dit, inscrivez-vous à un autre truc, faites un autre jeu, il y a plein d'autres jeux qui sont hyper sympas. Inscrivez-vous dans Pékin Express ils vendent pas trop, mais inscrivez-vous pas à Koh-Lanta, hein, vous n'êtes pas prêts, hein, votre cœur va pas tenir. Hein. Et donc là, Mélissa en plus, donc elle est très en colère, je trouve que ça la rendait hyper antipathique. On a vu Lola, je trouve que vraiment il y avait une sorte de parallèle, mais là beaucoup plus méchante, beaucoup plus agressive, etc. Et alors oui, ça a mis de l'animation cette fin d'épisode, mais j'ai trouvé que c'était assez hors de propos. Mais là, où évidemment, je vous ai dit tout à l'heure, il faut que je reparle de quelqu'un, et je vais leur parler là, c'est Jacques. Alors Jacques, j'avais dit au tout début de saison, j'avais dit, hein, Jacques, ce sera soit la très bonne pioche, soit la catastrophe. Bon bah là, il n'y a plus de doute possible de toute façon, mais ça fait un moment que je l'avais dit, hein, c'est la très très bonne pioche. Fabrice, pour moi, a confirmé déjà des bonnes impressions, mais là vraiment, je le trouve très très bon. Mais Jacques, il est formidable, Jacques, il est formidable. Et il va lui rappeler, je te rappelle qu'on est dans un jeu. Rien que pour ça, déjà, je l'aime d'amour. Ensuite, je te le dis tout de suite, même là, il y en a qui t'ont pas dit la vérité, etc. Mais j'aurais fait la même chose. On aurait tous... Enfin, voilà, et c'est bon, quoi. C'est pas la peine. Avec le fameux... Ah oui, c'est ça. Tu as dit... Donc, c'est Frédéric qui va dire ça. À ce moment-là, en disant, mais attends, pourquoi tu m'as proposé mon nom? Ah, c'est parce que j'ai pas choisi Nicolas, mais tu m'as dit, pour dans la forêt, que t'aurais fait la même chose. Et là, tu vois la tête de Jacques et la tête de tous les autres et tout. Enfin... Il l'a dessoudé. Frédéric, il a besoin de 3 phrases pour le dessouder. Incroyable. D'une efficacité, le bonhomme, absolument extraordinaire. Et donc là, Jacques, qui... il en a marre de s'en prendre plein la gueule. Parce qu'ils ont juste voté contre quelqu'un, il en a marre. Et donc là, elle lui répond, elle lui dit « Bon bah ça va Jacques, n'en fais pas trop, hein. On n'est pas dans un spectacle. » Et là, elle lui répond bah si ma chérie, Vincent, il va lui pardon, bah si ma chérie, j'ai noté un autre truc après que je vais parler juste après. Bah si ma chérie, et il est sorti d'une façon très naturelle, je sais pas si vous l'avez senti, c'est sorti naturellement. Bah si ma chérie, je suis désolé, on est dans un jeu, hop ça, au revoir madame. Et ça se voyait que c'était sorti du cœur. Et j'ai comparé, alors j'ai osé faire ça sur Twitter, mais je pensais pas ramasser, c'est les 2 derniers tweets que j'ai fait avant d'aller me coucher, et j'ai ramassé. Pas beaucoup évidemment, hein, quelques commentaires, mais c'est pas très grave. Jusqu'à là, je crois que j'avais pas trop fait de comparaison, Vincent, j'avais surtout fait des comparaisons, on va dire au global, avec des profils de candidats qui ont pas l'air d'être faits pour aller là. Et je l'avais comparé avec Tiffany. Bizarrement, quand je l'ai comparé avec Tiffany, personne ne m'a repris. Alors je dis ça parce que je l'ai pas fait sur Twitter, cette comparaison. Mais personne ne m'a repris, personne ne m'a accusé d'homophobie. Et hier, j'ai comparé ça avec la situation avec Vincent. Et là j'ai ramassé un tout petit peu, mais rien de bien grave. Je suis prêt à m'en remettre parce que je suis prêt à refaire les mêmes propos ici en vidéo, preuve que je les assume. Pourquoi? Parce que j'ai pas comparé évidemment leur sexualité, j'en ai strictement rien à foutre. J'ai comparé le fait que quand Vincent faisait ce genre de déclaration comme ça, un peu le... et puis le truc quand il parlait en anglais, etc. Ça se voyait, je trouve que c'était hyper fake. Hyper fake. C'était pas nature. On le sentait que c'était pas naturel, ça sortait pas du cœur. C'était pas...
c'était pas vrai. On sentait qu'il jouait un peu un rôle. Je dis pas à 100%, mais je le trouvais pas naturel. Lui, on sent que c'est naturel. Et c'est donc hyper agréable de voir quelqu'un qui a ces réactions-là, mais où c'est naturel, où ça sort du cœur, ça sort comme ça, et tant mieux. Quand on l'a vu affronter le Bernard l'Ermite, il était nature, on le voit avec Mélissa, c'était naturel. Il joue pas un rôle, on le voit, il est hyper nature, il parle avec le cœur. Quand il s'est exprimé l'autre fois parce qu'il voulait montrer qu'il était pas bon sur les épreuves, etc., et en lui disant qu'on pouvait voter contre lui, enfin, je trouve que depuis le début, c'est un candidat naturel, c'est un candidat qui est vraiment, on voit qu'il prend du plaisir, il est génial, je l'adore, c'est vraiment un super mec. Vincent, moi à l'époque, j'avais pas été ultra fan, j'avais fait les reviews, vous pouvez les revoir, je l'avais dit, j'ai dit, moi je suis pas trop dedans, je suis pas trop fan, parce que je sais qu'à l'époque, je trouvais que c'était pas... je trouvais qu'il en faisait un peu trop, c'était pas, voilà, je trouvais pas ça naturel, j'avais du mal à m'attacher à ce candidat. Jacques, je m'y suis attaché hyper vite, mais quand je dis hyper vite, c'est dès déjà le premier, deuxième épisode, je trouvais déjà qu'il y avait un énorme potentiel et ça s'est confirmé d'épisode en épisode et j'ai adoré. Donc moi, je suis pas là pour polémiquer pendant 15 jours, mais juste, si on peut pas faire des comparaisons et que quand on fait des comparaisons avec des personnes qui sont de la même orientation sexuelle, tout de suite ça se transforme en ce que vous imaginez, c'est-à-dire d'autres formes de discrimination, mais je suis désolé, c'est eux qui sont des formes de discrimination. Si on peut pas parler des gens, tous les mêmes, moi je suis désolé, moi je parle des gens de la même façon pour tout le monde. C'est ça aussi ne pas faire de discrimination, c'est de parler des gens n'importe qui comme tout le monde. Donc moi j'ai pas hésité, et comme je vous l'ai dit, j'étais prêt à le refaire, et je suis prêt à le refaire dans cette vidéo. Parce que pour moi, là on a eu vraiment l'illustration de à quel point, alors qu'il a pareil, il a beaucoup d'expressions faciales, etc. J'ai pas comparé leur style dans les épreuves, j'ai pas comparé rien, mais rien du tout. Ni même leur physique, ni même, comme je l'ai dit, rien du tout. J'ai juste comparé par contre leurs expressions, leur façon d'exprimer avec... ils étaient très expressifs. On m'a dit, mais pourquoi tu as choisi ces deux-là? Mais parce qu'en fait, pour moi, c'est les deux candidats que j'imagine dans ma tête les plus expressifs. Il n'y en a pas énormément des candidats qui ont été hyper expressifs. Par exemple, j'aurais pu citer, mais je ne l'ai pas fait, mais parce que pour moi, ça me semblait moins pertinent. Mais dans les candidats qui peuvent être expressif, tu vas pas citer Claude, même si on pourrait, parce que Claude était très expressif aussi, mais pas pareil. Et puis surtout, c'était pas toujours en direct, c'était pas toujours pareil, enfin bon, peu importe. Mais voilà, il peut être expressif aussi. Mais là, j'ai cité deux exemples qui pour moi me semblaient assez cohérents, assez assez logiques par rapport à ce que je voulais démontrer. Bref, voilà, je ne vais pas y polémiquer pendant 15 jours parce que de toute façon c'était sur internet, mais c'est pour dire que effectivement ces propos je peux les redire parce que pour moi il y avait vraiment cette idée qu'on voyait la comparaison entre les deux avec quelqu'un qui est pour moi hyper naturel et je l'adore. C'est mon coup de cœur de la saison, je pense qu'il est génial. Fabrice aussi, je commence vraiment à adorer ces deux candidats, je les aime beaucoup. Je trouve que vraiment ils apportent une vraie plus-value à la saison. Et Mélissa au final, non je suis désolé, alors Lola l'a partagé sur Instagram pour dire que qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'il n'y a plus ni Lola ni Mélissa. Je suis désolé, je vais pas pleurer non plus, faut pas exagérer, je pense pas que ça ait fait non plus... Enfin, je suis pas certain que la saison tourne mal du fait que ces deux grosses personnalités aient disparu. Au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de personnalités dans cette saison, loin s'en faut, et que je pense que la partie individuelle va révéler des gens qu'on n'a encore pas assez vus. Je ne suis pas du tout inquiet pour la suite, je pense qu'il y a encore du potentiel dans cette saison, bien au contraire. Finalement, ce que je vous ai dit c'est confirmé. Frédéric, lorsqu'il monte, donc on montre à la fin là, les gens qui votent. Frédéric, je vote contre toi, car j'ai entendu dire toutes les belles choses que tu as dit sur moi. Voilà. Je le savais. Frédéric, évidemment, il était au courant. Et donc il n'aurait pas laissé faire s'il ne savait pas que ça allait tourner comme ça. Et donc voilà. Je vous l'ai dit, ne pas voir Frédéric, c'était pas normal. C'était pas normal. Ça devait nous mettre le puce à l'oreille. C'était pas possible. Je vous le dis, je connais tellement Koh-Lanta. Koh-Lanta nous aurait montré une séquence d'un Frédéric suffisant, qui est sûr qu'il va rien lui arriver et il serait tombé de son piédestal. Là, on l'a pas vu du tout. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et donc, c'est ce que j'ai tweeté, c'est que pour moi, Mélissa a voulu être la calife à la place du calife. En fait, elle a voulu devenir la stratège à la place du stratège. Sauf que, elle arrive trop tard. Mais là, elle y est pour rien. C'est qu'elle s'est retrouvée sur l'île maudite pendant des semaines, donc pendant des jours et des jours. Donc, elle y est pour rien. C'est comme ça. Mais oui, voilà, elle arrive trop tard. Et c'est pour ça que je pense qu'une recomposition d'équipe, par contre, parce qu'elle avait l'air quand même hyper motivée, hyper déter, etc. Si on l'avait fait la semaine dernière, elle serait arrivée avec son collier.
Elle aurait pu peut-être agglomérer autour d'elle, en sachant que Lola aurait pas été éliminée, hein, si on refait le focus, elle était encore là la semaine d'avant. Donc il y aurait peut-être eu moyen de jouer un bon coup et de faire des choses, etc. peut-être. Non, pardon, non, je dis une bêtise, excusez-moi. Lola était déjà éliminée, pardon, mais il y avait encore Michel, etc. Bon bref, peu importe, je me reprends. Il y avait encore possibilité en tout cas de jouer un jeu et de faire peut-être des opportunités. Ça n'a pas été fait. Est-ce que c'est une erreur? Peut-être pas, mais on verra par la suite. Bref. La semaine prochaine, c'est la réunification, épisode super important. J'ai hâte de savoir qui va être choisi. On n'a pas trop compris dans le teaser le mode de désignation. Est-ce que c'est on désigne en face ou est-ce qu'on désigne au sein de son équipe? J'espère que c'est en face. J'espère. Il faut vraiment que ce soit en face. C'est important parce que je pense que si c'est dans l'équipe, ça sera moins bien. Si c'est en face, à mon avis, on peut avoir des très très bons ambassadeurs parce que il y a beaucoup de candidats, je ne sais pas du tout s'ils iraient à la boule. À mon avis, il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'on sera surpris. On verra. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et si évidemment vous avez des avis sur cet épisode et que vous avez, dites-moi vos chouchous du moment, dites-moi ce que vous avez pensé du départ de Mélissa. Voilà, dites-moi tout ça. Et puis, est-ce que ça a marché sur vous d'ailleurs? Ce montage de fin, je pense que oui. Parce que vous n'étiez pas, à mon avis, aussi focus que moi sur le fait de prendre des notes et de vous dire, tiens, il y a des trucs qui vont pas. Parce que je pense que pour beaucoup de gens qui prenaient pas autant de notes que moi, je pense que ça a dû marcher parce que c'est très bien foutu. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!